la une ce soir, les élections législatives avec Claire Albanesi et Lénaïque Adam. La candidate de la France Insoumise sur la première circonscription veut un développement endogène harmonieux et le jeune candidat de la seconde compte mettre la Guyane en marche avec un nouveau souffle politique. Une mission envoyée cette semaine pour l'hôpital de Cayenne. Les ministres de la Santé et des Outre-mer l'ont annoncé ce matin. 2 experts en ressources humaines pour dénouer la question des besoins en effectifs au cœur du conflit. Pour en parler, le sénateur Antoine Karam sera notre invité. Et puis la semaine européenne du développement durable est lancée. Des visites ludiques sont donc au programme pour sensibiliser au respect de l'environnement. Ce matin, la fabrique de briques de Guyane naturelle a ouvert ses portes. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Parmi les représentants des partis nationaux dans les élections législatives, Claire Albanesi brigue la première circonscription. La représentante de la France Insoumise se réjouit du score réalisé par Jean-Luc Mélenchon dans le premier tour de l'élection présidentielle. La candidate envisage la création d'un technopôle de l'énergie et de la biodiversité et le développement d'une économie endogène harmonieuse sur le territoire. Elle s'est exprimée au micro de Kerwin Alcide. Je me présente aujourd'hui aux législatives parce que j'ai soutenu le programme de l'avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon au premier tour des élections présidentielles. Il est arrivé premier en Guyane et ça, c'est franchement à noter et à soutenir. Donc aujourd'hui, je me présente pour être le relais de tous les électeurs qu'il y a eu au premier tour afin qu'ils puissent continuer leur démarche au moment des élections législatives. J'ai soutenu ce programme parce qu'il est à la fois écologique, social et démocratique. Nous voyons aujourd'hui que les accords qui ont été signés ne nous permettent pas de sortir la tête du trou. On voit le char qui est toujours dans l'impasse après 64 jours de grève aujourd'hui. Nous voulons également garantir l'égalité réelle. Voilà, parce qu'une loi a été signée, maintenant il s'agit de la faire appliquer. Et nous voulons aussi agir au niveau des communes isolées afin de garantir le désenclavement de l'ensemble de la Guyane. Nous voulons également préserver les trésors de biodiversité que nous avons ici. Il y a des dangers qui pèsent sur la Guyane au niveau de son sous-sol et de l'or, et également au niveau de l'océan avec le pétrole offshore. Nous voulons aussi une Guyane émancipée. Émancipée parce que nous subissons depuis tant de décennies l'emprise de cette métropole, donc cette économie de comptoir. Nous voulons absolument en sortir pour créer un développement endogène à la Guyane qui s'appuie sur une autonomie alimentaire et une autonomie énergétique. Mais nous ne nous arrêtons pas là, parce que nous voulons aussi également aller vers une autonomie politique. La première mesure que je vais défendre en arrivant à l'Assemblée nationale, elle est de taille parce qu'elle va enclencher tout un processus de développement de la Guyane. C'est la création d'un technopôle de l'énergie et de la biodiversité. Son objectif est d'engager la Guyane dans son processus d'émancipation, en passant d'une économie néocoloniale qui est productrice de pollution et d'inégalités sociales pour aller vers une économie endogène qui se fera en harmonie entre la nature et les hommes. Et il est le plus jeune candidat guyanais en lice pour les législatives. Lénaïque Adam portera les couleurs de la formation d'Emmanuel Macron en vue des 10 et 17 juin prochains. À 25 ans, ce diplômé de Sciences Po Paris dit vouloir insuffler un nouveau modèle politique et il entend bien succéder à Chantal Berthelot dans la 2e circonscription. On l'écoute. Alors je me présente aux élections législatives parce que j'aime la Guyane, j'ai un amour viscéral pour mon territoire. J'ai vraiment envie de participer au plus haut niveau à l'évolution, à la construction de mon territoire et donc c'est pour toutes ces raisons, après avoir eu un engagement associatif de haut niveau, j'ai envie de dire, puisque j'ai été adhérent dans plusieurs associations, après avoir géré plusieurs entreprises, je me sens aujourd'hui en pleine capacité de briguer ce monde. On va dire que c'est la maturité, mais c'est aussi la modestie et l'humilité et la proximité avec la population. Les principales lignes sont l'éducation, le numérique, la santé, la sécurité. Mais je vais m'arrêter sur 2. Le numérique, je vais proposer clairement une loi une loi commune sur le numérique afin d'éviter les zones blanches, notamment autour de Saint-Laurent-du-Maroni, Maripasoula, Papaïchtan, Kourou, Sinamari, parce que ça devient insupportable. Sur l'éducation, je vais demander et exiger que le minimum légal soit appliqué ici, qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue
à cause du manque de place dans les écoles. Et donc il faudra faire un travail sérieux sur ça puisque cela gangrène notre société. Ma première action sera de rencontrer les différentes institutions, les différents ministères afin de créer directement des liens particuliers afin de faciliter le contact pour la Guyane. Et après cela, nous travaillerons, nous discuterons sur les différents projets du président de la République tout en gardant en tête les projets qui font avancer la Guyane. Clairement un avantage, la Guyane n'a plus de temps à perdre. Nous devons aller très vite. Nous avons perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent avec ces mouvements. Il n'est plus question de désigner un parlementaire qui sera dans l'opposition et qui nous fera perdre du temps puisqu'on n'aura pas l'oreille du président. Moi, le président m'a choisi pour mettre la Guyane dans un choix particulier, spécial et avancer beaucoup plus vite dans l'intérêt des Guyanais. On poursuit tout de suite avec l'actualité du jour et puis notre invité, le sénateur Antoine Karam. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait à l'instant, les ministres de la Santé et des Outre-mer l'ont annoncé ce matin. Une expertise va être lancée à l'hôpital André Rosemont de Cayenne pour évaluer les besoins en matière de personnel médical et paramédical. Et vous êtes à l'origine de la rencontre interministérielle qui s'est déroulée hier matin à l'Élysée. Expliquez-nous comment tout cela puisse se mettre en place. Alors, nous avons considéré que la direction, le directeur de l'ARS, le préfet de la santé en Guyane, la direction de l'hôpital n'était plus qualifiée pour poursuivre les négociations qui duraient depuis plusieurs semaines, puisque nous sommes au 65e jour de grève aujourd'hui, avec le syndicat UTG Santé qui a déclenché cette grève. Vous avez donc toqué à toutes les portes possibles. Nous avons passé la semaine dernière à frapper aux portes du ministère de la Santé, du ministère des Outre-mer et du cabinet du président de la République. Nous avons enfin obtenu une réponse, après moult discussions et d'échanges. Cette réunion interministérielle a considéré qu'il fallait envoyer une mission d'expertise des ressources humaines. Mais j'ai été dubitatif. J'ai été très prudent, considérant que ce n'était pas une mission d'expertise, puisque toutes les expertises ont été faites depuis très longtemps, le rapport de l'IGAS notamment, qu'il fallait que cette mission soit mandatée, qu'elle ait une feuille de route pour négocier la fin du conflit et une sortie de crise au profit de la revendication salariale. Et donc cette mission fait... Des salariés plutôt. Sans doute suite également à l'autre démarche enclenchée parallèlement par de nombreux élus de Guyane, à savoir le référé déposé contre le gouvernement pour non-respect des accords de Guyane signés donc le 21 avril dernier, et vous êtes co-signataire. Je suis co-signataire et je peux vous donner l'information puisque la conseillère de la ministre de la Santé, le conseiller du ministre des Outre-mer m'a appelé dans l'après-midi pour me dire que le nouveau gouvernement allait honorer ses engagements, c'est-à-dire le différentiel des 20 millions d'euros, puisque 6 millions auraient été versés, soit donc 14 millions d'euros seront versés dès le début du mois de juillet. C'est une bonne nouvelle. Donc c'est une réponse quand même pour revenir à cette mission qui sera mise en place dès cette semaine en Guyane, des experts en ressources humaines, un inspecteur général des affaires sociales pour évaluer donc les besoins d'effectifs. Cela devrait donc résoudre le fameux point bloquant du conflit qui dure maintenant depuis 65 jours entre l'UTG Santé, l'Agence régionale de santé et puis donc la direction de l'hôpital. Mais enfin, est-ce que ça suffit de répondre sur ce point? Alors je vous rappelle que c'est la première page d'un document qui en fait 15. Et nous n'allons pas nous substituer au syndicat qui est en grève. Nous allons appuyer le syndicat puisque nous sommes d'accord avec le cahier de revendication. Donc le syndicat réclame une négociation globale qui porte sur les ressources humaines, sur les effectifs, sur l'organisation de l'hôpital, sur les infrastructures. Vous connaissez un peu la situation puisque les réseaux sociaux ont été inondés d'images qui relève du 19e siècle. C'est l'hôpital de Cayenne, dans ses infrastructures, c'est un véritable scandale d'État. Alors si le gouvernement a conscience de la situation réelle, non seulement des hôpitaux de Guyane, mais aussi de la politique de santé en Guyane, je pense qu'on avancera. Mais s'il vient simplement pour pouvoir régler un petit problème, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Vous commenciez déjà à le décrire, cette situation désastreuse de l'hôpital, pointée du doigt dans un rapport donc, de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Plusieurs points ont été soulignés par l'UTG Santé, le manque d'infrastructures générales, le manque de lits, une situation financière très dégradée depuis 2015, augmentation de la dette, plan d'investissement quasiment inexistant, notamment dans la mise en place du pôle mère-enfant,
Pas de CHU, malgré de nombreuses promesses depuis déjà 10 ans. Et puis au final, une qualité de soins qui est bien moindre par rapport à celle dont on peut bénéficier dans l'Hexagone. Une situation de crise sanitaire quasi permanente à ce stade. Pourquoi simplement faire une demande sur les 20 millions d'euros d'urgence aujourd'hui au gouvernement? Non, là, c'est la demande sur la base de l'accord signé le 21 avril, ce qui a été acté dans ce qu'on appelle l'urgence des urgences. Mais le fond du problème reste le même. Vous venez vous-même de décliner tout ce qui va mal dans cet hôpital de Cayenne et sur les problèmes de la santé. Je peux vous dire que là, ça n'est que le début d'un combat que nous aurons à mener et j'espère que nous aurons le soutien de la population. Vous savez combien de personnes quittent la Guyane pour aller se faire soigner à l'extérieur de la Guyane? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la directrice de la Caisse générale de sécurité sociale. 3000 évacuations sanitaires. Ça veut dire que l'hôpital de Cayenne n'arrive pas à remplir ses missions faute de moyens. Et ça, c'est un autre scandale. C'est le deuxième scandale d'État. Donc, il faut que l'image de l'hôpital soit revalorisée pour que les personnes qui ont besoin de se faire hospitaliser n'aient pas peur de se rendre dans cet hôpital. Je parle de Cayenne, mais je pourrais parler aussi des autres hôpitaux. Donc, le combat, pour moi, ne fait que commencer. Nous avons pris conscience avec les personnes qui sont dans le mouvement et sur le plan général qu'on ne peut plus continuer à faire semblant. Il faut que les problèmes de santé publique soient réglés en Guyane, puisqu'on dit que la Guyane est française, elle est européenne et dans la République. Aucun centre au niveau hexagonal ne souffre d'une telle situation. Donc si nous sommes français et européens, bien qu'on nous donne les moyens pour vivre comme tout le monde, pour que nous soyons considérés comme tels. Antoine Karam, vous faites partie des élus qui se sont mobilisés, notamment sur le piquet de grève auprès des membres de l'UTG Santé. Qu'attendez-vous de cette mission en particulier ou peut-être à quelle échéance? Alors moi j'attends qu'elle analyse à la loupe, puisque les documents sont envoyés. Vous avez parlé du rapport de l'IGAS. Je vous rappelle qu'il a fallu arracher ce rapport qui a été présenté, qui a été suivi par l'IGAS en mars 2017 et qui a été caché, qui est resté confidentiel. Alors, posez la question, vous avez la réponse. Nous avons récupéré ce dossier, ce document, ce rapport, et le syndicat l'a pris à son compte et a pu tout de suite démontrer les carences du système de santé publique et de l'hôpital de Cayenne. Vous attendez des réponses rapides? J'espère. Alors attendez, j'espère qu'on ne va pas encore à 65 jours. J'espère qu'avant, enfin moi je veux être optimiste, qu'avant la fin de la semaine, un accord sera signé pour pouvoir permettre à la revendication d'obtenir satisfaction. Sinon, je ne sais pas ce qui va se passer. Merci beaucoup, sénateur Antoine Karam, d'avoir répondu à nos questions. On poursuit avec l'inquiétude et la colère d'un père démuni. Son fils, un athlète de 18 ans, souffre de troubles du spectre de l'autisme. Diagnostiqué tardivement, il s'est vu déscolarisé et a perdu toute vie sociale, faute de structure d'accueil compétente pour l'accueillir. Son père déplore un manque de suivi et craint une dégradation de l'état de santé de son garçon Yahudi. Frédéric Farine a convié les médias devant l'Agence régionale de santé ce matin pour en parler. Écoutez. Un enfant qui se débrouillait bien à l'école, qui est excellent en sport, qui se retrouve abandonné de toutes parts. C'est un sportif sur liste ministérielle, il devrait être protégé, il ne l'est pas du tout. Il est abandonné à son triste sort, c'est-à-dire qu'il est à la maison, désocialisé, déscolarisé. Et c'est très difficile pour lui moralement. Le rectorat s'en désintéresse complètement. Ce que m'a dit l'inspecteur chargé des élèves ayant ces difficultés, c'est aller prospecter en France. Ce que m'a dit l'ARS, c'est aller prospecter en France. C'est des choses qu'on ne peut plus entendre. Donc un psychiatre, alors que l'autisme, encore une fois, est neurologique, pour le protéger, je peux le concevoir, a décidé en observation de le placer au pôle psychiatrique adulte. Quand je suis arrivé au pôle psychiatrique, j'ai eu l'impression d'être à la cour des miracles. Il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de ventilateur. On s'est excusé de ne pas avoir de quartier qui correspondrait aux personnes qui souffrent de spectre de l'autisme. Mes premiers contacts avec la MDPH remontent à décembre 2015. Il est passé en commission mercredi dernier où on m'a dit on ne sait pas si on lui trouvera une structure adaptée. Là, on ne peut plus attendre. Le psychiatre a considéré qu'il y a péril. S'il n'y a pas une prise en charge pluridisciplinaire, une resocialisation, même une rescolarisation adaptée, une structure avec des professionnels formés pour l'encadrer, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de contact social. Ça s'est toujours bien passé à l'école au niveau social.
il y a péril pour cette personne, il y a risque de dégradation forte de son état de santé. Je ne demande pas l'impossible. Je pense que 3 demi-journées, 2 journées d'encadrement dans la semaine suffirait à mon avis à le faire être mieux. Mais quelque chose de pluridisciplinaire avec des professionnels. Ce que j'attends de l'ARS, c'est qu'ils jouent leur rôle de régulateur de la santé publique. L'autisme est une priorité de santé publique. Je ne veux pas une notification de papier de la MDPH, je veux une affectation séance tenante, quelque chose de concret. En bref, hier, tous les services publics ont été cadenassés à Grand-Santi. Les habitants en ont assez de divers manquements dans leur commune. Le collectif Oueli, à savoir on en a assez, cible plusieurs secteurs. Il réclame de meilleurs services postaux, un distributeur automatique et plus de personnel, plus de rotation aérienne également pour rejoindre le littoral, une caserne de pompiers et une protection maternelle et infantile en état de marche. Plusieurs points parmi tant d'autres. Je vous le disais, en titre de la literie, du ciment et de l'eau, 3 éléments pour produire 4 modèles de briques 100% made in Guyane. C'est en tout cas ce que propose depuis quelques années une entreprise basée entre Matoury et Stoupan. Un produit réservé pour le moment aux particuliers et aux entrepreneurs locaux, mais qui pourrait bien s'exporter très bientôt. Dans le cadre de la semaine de l'environnement, l'usine de briques de terre crue a ouvert ses portes ce matin. Une visite guidée est signée Natacha Maltaverne. Dans cette entreprise, on fabrique un matériau naturel depuis plus de 10 ans, la brique de terre crue, conçue à base de latérite. L'entreprise a connu un second souffle en 2015 avec son rachat et l'automatisation de l'unité de production. Le plus difficile pour concevoir ces briques, c'est de trouver la meilleure terre. Le problème, c'est qu'à ce jour, on n'a jamais trouvé un filon suffisamment important pour pouvoir garder la même terre à chaque fois. Donc à chaque fois, il faut qu'on refasse une prospection et qu'on puisse extraire, pour pouvoir extraire en fait le meilleur filon possible pour nous. Mais à chaque fois, ça correspond à des petites quantités en fait. La latérite est mélangée à du sable, un peu de ciment et de l'eau. Le mélange est compressé pour obtenir des briques. Elles sont positionnées sur des palettes pendant 24 heures. Les briques sont ensuite mouillées, puis mises à sécher durant 28 jours. Plusieurs modèles sont fabriqués. Nous avons 4 modèles actuellement de briques. Nous avons la brique pleine, la brique creuse qui sert d'accessoire pour le passage de la tuyauterie, le passage de la ferraille. Nous avons les linteaux qui servent pour l'encadrement de portes, de fenêtres et pour faire les chéneaux. Et nous avons une brique pleine avec une face lisse qui permet de faire les finitions quand vous faites du petit mobilier d'intérieur, donc des bars, des bibliothèques, un plan de travail pour la cuisine. L'entreprise n'a pas encore toutes les certifications pour répondre au marché public. Ses premiers clients sont les particuliers, de plus en plus nombreux à vouloir intégrer des matériaux naturels dans leur construction pour leur esthétique et surtout pour leur qualité. Alors, la brique de terre crue, si vous voulez, ce qu'elle apporte, c'est qu'elle apporte une inertie thermique plus importante que l'agglo. Donc elle est intéressante par rapport à certaines expositions de murs, notamment tous les murs plein ouest. Elle apporte également au niveau phonique, comme elle est pleine, donc on a des propriétés plus intéressantes que l'agglo. Par contre, contrairement à l'agglo, c'est un matériau qu'il faut, comme elle est crue, qu'il faut protéger des intempéries. Et donc, forcément, la brique, elle doit avoir un toit et une fondation bien isolée avec un hydrofuge. Depuis 2 ans, l'entreprise bénéficie du label Produit de Guyane. Elle monte en puissance. Le dernier semestre 2016, 23 000 briques ont été produites. Autre découverte proposée dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, la steppe Leblon. Feux d'artifice et cérémonies en grande pompe avaient salué son achèvement en janvier 2014. La station d'épuration de la CACL traite les eaux usées de Cayenne et une partie de celle de Matoury. Située dans la zone de l'ancienne lagune, il aura fallu 3 ans de travaux, 8 ans de préparation et 28 millions d'euros pour sa construction. Un ouvrage qui devrait étendre sa capacité de traitement à 90 000 foyers d'ici 2030. Reportage signé Jonathan Lariot. Déjà 3 ans que la station d'épuration des eaux usées de la steppe Leblon est en activité. La structure traite aujourd'hui plus de 60 000 habitations en assainissement. Pour la semaine du développement durable, la CACL fait découvrir le processus de traitement. L'eau issue des postes de refoulement, on a 2 arrivées principales. Une qui vient du poste de Galmo et une qui vient du poste de Félix Eboué, vers le lycée Félix Eboué. Donc sortie de ces 2 postes de refoulement,
l'eau passe à travers des lames qui ont un certain espacement. Ça va retenir tout ce qui est impureté d'une certaine dimension. Les déchets vont passer par ce petit ouvrage qui est en dessous, qu'on appelle un compacteur. Le but, c'est quoi? C'est d'envoyer les déchets après à la décharge le plus compacté possible et le moins humide possible aussi. Le but est d'éliminer la graisse, les huiles et le sable. Après toute cette partie, deux choses en résultent. D'un côté, les eaux dépolluées. Une fois que l'eau a subi le traitement sur la station, c'est ici que se fait le rejet. Donc à ce stade-là, l'eau, elle est suffisamment traitée et suffisamment dépolluée pour être rejetée dans la nature. De l'autre, les résidus séparés des déchets qui, eux, deviennent de la boue dont sont friands les agriculteurs. Sortie de la machine, la boue sort dans cet état-là, ça sort sous forme de gâteau. Et après, on l'entrepose pendant encore quelques mois pour que le produit continue à sécher. Pour les visiteurs du jour, c'est une véritable découverte. Ils n'imaginaient pas l'ampleur de la chose. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Par rapport aux tonnes de boue qu'ils gardent, qui est utilisé par les agriculteurs. Vraiment, je ne m'imaginais pas. C'est vrai que j'ai découvert plein de choses, même au niveau des stockages des boues. Non, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir toutes ces choses pour qu'on puisse prendre encore plus conscience sur notre vie au quotidien. Pour la CACL, ce genre de visite a pour but principal de sensibiliser, voire pour mieux croire au bien fondé d'un tel traitement. Un autre projet de station d'épuration devrait être construit à Rémiens-Montjoly. Les travaux devraient commencer au courant de l'année. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec tout d'abord Claire Albanesi et Lénaïque Adam pour les législatives. La candidate de la France Insoumise sur la première circonscription veut un développement endogène harmonieux et le jeune candidat de la seconde compte mettre la Guyane en marche avec un nouveau souffle politique. Une mission envoyée cette semaine pour l'hôpital de Cayenne. Les ministres de la Santé et des Outre-mer l'ont annoncé ce matin. 2 experts en ressources humaines pour dénouer la question des besoins en effectifs au cœur du conflit social du Char depuis 65 jours. Notre invité était le sénateur Antoine Karam. Et puis la semaine européenne du développement durable est lancée. Des visites ludiques sont donc au programme pour sensibiliser au respect de l'environnement. Ce matin, la fabrique de briques de Guyane nous a ouvert ses portes. Avant de se quitter, notez bien ce rendez-vous après votre journal demain soir à compter de 20h. Là, le premier débat de la première circonscription, dont bien sûr dans l'élection législative. On se quitte là-dessus. Mais avant, n'oubliez pas, le 20h de TF1, ce sera juste après la météo. Excellente soirée à vous et à demain.